Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Pour suivre aujourd'hui l'audition de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État aux droits des femmes. Elle était auditionnée la semaine dernière par la délégation aux droits des femmes, justement. La première audition de la sorte depuis 2017, a rappelé la présidente Annick Billon. La ministre a pu faire un premier bilan de la loi sur les violences sexistes et sexuelles, une loi votée l'an dernier. Elle a également pu défendre son budget pour 2020, un budget qui, vous allez le voir, interroge à la fois les sénatrices, les sénateurs, mais aussi les associations. Allez, direction à la salle René Coty pour suivre cette audition. On se retrouve juste après. D'abord, un mot, si vous me le permettez, un peu familièrement, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire pour ce 20e anniversaire de la délégation aux droits des femmes du Sénat. La présidente m'expliquait à l'instant que vous aviez célébré par un temps de travail et de mobilisation ce 20e anniversaire. Comme vous le savez, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la grande cause du quinquennat du président de la République. Et cette grande cause, elle nous permet de mener un combat culturel pour abaisser le seuil de tolérance de toute la société face aux inégalités entre les femmes et les hommes, et particulièrement aux violences sexistes et sexuelles. Je vais m'attacher à répondre aux questions que vous avez soulevées, Madame la Présidente, en tâchant de ne pas être trop longue, car je crois que nous avons un temps imparti bref, et je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous doivent retourner en séance par ailleurs. Toutefois, je vais essayer d'être quand même plus longue que Gérald Darmanin, mon collègue qui tout à l'heure a proposé de répondre par oui ou par non aux questions sur le budget. Je vais tenter de détailler un petit peu davantage. D'abord, sur ce qui concerne le Grenelle des violences conjugales, je voudrais remercier l'ensemble des sénatrices et des sénateurs qui se sont mobilisés. Parce que nous l'avons dit dès le départ, ce Grenelle des violences conjugales, il ne peut produire des effets que s'il y a une mobilisation générale. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous-même, Madame la Présidente, mais également des sénatrices et des sénateurs, se sont mobilisés à la fois ici dans un travail de réflexion, dans un travail législatif, mais aussi dans un travail partenarial et en circonscription avec les actrices et les acteurs et les élus avec lesquels vous travaillez tous les jours en France contre les violences conjugales. Donc véritablement, je voudrais vous remercier pour cela, parce que je crois que c'est grâce à cette mobilisation collective autour du Grenelle des violences conjugales que nous avons pu avoir de premiers chiffres uniquement sur la question du 3919, mais elle est importante. Vous le savez peut-être, le mardi 3 septembre, donc le mardi 3-9-19, le numéro du 3919 a enregistré 1661 appels. Et depuis, il y a toujours en moyenne plus de 600 appels par jour, au lieu de 200 en moyenne environ habituellement. C'est une augmentation en nombre considérable. Et derrière cette augmentation, ça signifie qu'il y a davantage de femmes qui sont accompagnées, orientées, prises en charge par le 3919 suite à cette mobilisation. En 2017, c'est 8 à 9% de la population qui connaît le numéro du 3919. Et maintenant, après le Grenelle des violences conjugales, c'est 59% de la population française qui connaît le 3919, d'après les derniers chiffres que nous avons, dont nous disposons, qui ont été étudiés juste après le lancement du Grenelle des violences conjugales. Nous allons poursuivre par une deuxième salve d'études après le 25 novembre pour voir si ce chiffre reste haut, parce qu'on sait qu'il peut rester haut dans les esprits juste après une campagne de communication, mais redescendre par la suite. Et nous, notre volonté, c'est qu'il reste haut, parce que ça veut dire que sur 10 personnes à qui s'adresse une femme victime de violences conjugales, il y en a 6 désormais qui peuvent lui indiquer ce numéro du 3919. Et cette hausse de la notoriété du 3919 et des appels passés au 3919, donc cette hausse des femmes prises en charge, elle a été permise grâce à la mobilisation collective de toute la société, des médias, mais aussi des élus qui se sont relayés pour faire en sorte de passer ces messages, et donc très sincèrement vous remercier pour cela. Ce Grenelle des violences conjugales, vous l'avez dit, Madame la Présidente, il n'est pas terminé. Nous sommes pas tout à fait encore à une première étape. 11 groupes de travail ont été décidés dans le cadre de la session du Grenelle des violences conjugales à Matignon. Et ces 11 groupes de travail, ils sont constitués d'expertes et d'experts dans des thématiques données qui se réunissent régulièrement et qui auditionnent à leur tour des personnes engagées sur ces sujets-là pour établir d'abord un diagnostic précis de la situation actuelle champ par champ, mais surtout établir des propositions. Les thèmes de ces groupes de travail, ce sont les violences intrafamiliales, l'éducation, la santé, le monde du travail, l'outre-mer, j'y reviendrai, la question du handicap, et votre rapport sera bien sûr très éclairant à cet égard, l'accueil en commissariat et en gendarmerie, l'hébergement, la justice, les violences psychologiques et l'emprise, et les violences économiques. En ce qui concerne le groupe de travail sur l'outre-mer, nous avons décidé de décliner en plusieurs étapes. Il y a donc un groupe de travail spécifique piloté
par le ministère des Outre-mer sous l'autorité de ma collègue Annick Girardin. Mais en plus de ce groupe de travail Outre-mer, nous organiserons un Grenelle Outre-mer spécifique qui aura lieu à La Réunion dans les prochaines semaines et qui permettra de mobiliser l'ensemble des acteurs et des actrices autour de ces thématiques précises. Nous savons qu'il y a un enjeu très fort en Outre-mer. Je ne vais pas l'apprendre évidemment aux élus d'Outre-mer, mais le rapport du CESE qui était paru il y a environ 3 ans, qui pointait précisément les spécificités de ce à quoi nous faisons face en Outre-mer, sont très éclairantes à cet égard, notamment en ce qui concerne le 3919. On a une question de développement sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer, mais pas uniquement. Et ces groupes de travail, ils vont pouvoir le 29 octobre proposer les résultats de leurs travaux et de leurs propositions. Et j'ai souhaité que ce soit fait de manière publique. C'est-à-dire que ce ne sera pas une remise ni à moi-même ni au Premier ministre, ce sera une restitution publique de leurs propositions afin que chacune et chacun puisse venir s'en emparer. Et bien évidemment, les parlementaires au premier chef, que les parlementaires puissent être là et s'en emparer si elles et ils souhaitent porter ces propositions. Donc j'espère, mesdames les sénatrices et monsieur le sénateur, vous voir à cette occasion le 29 octobre autour des responsables de chaque groupe de travail. Ce Grenelle des violences conjugales, je tiens quand même à rappeler qu'il marque une mobilisation sans précédent lancée par le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon avec 15 membres de son gouvernement engagés dans ces groupes de travail directement et dans la mobilisation. Et je crois que nous avons énormément à faire collectivement, puisqu'on voit que malgré les efforts des gouvernements successifs, incluant le nôtre, depuis des années, le nombre des féminicides ne baisse pas, quelles que soient les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Elles n'ont jamais permis de faire drastiquement, largement baisser le nombre de féminicides qui, d'après les décomptes dont nous disposons, restent entre 120 et 150 année après année, selon les différentes manières de les compter. À ce sujet, et simplement pour être clair et partager un même niveau d'information, je voudrais éclaircir, peut-être pas éclaircir, mais préciser des propos qui ont été tenus par mon collègue le ministre de l'Intérieur et qui ont pu faire réagir certaines et certains d'entre vous quand il a dit qu'il ne pouvait pas, que le gouvernement ne pouvait pas endosser le décompte mené par les associations en termes de féminicide. Je crois que ce décompte, il est salutaire et il a très largement contribué à éveiller les consciences sur l'ampleur du phénomène des féminicides. Mais comme vous le savez, en tant que gouvernement, nous sommes tenus de respecter les procédures judiciaires et c'est la raison pour laquelle le gouvernement publie, une fois l'année écoulée et les décomptes passés, un décompte, une étude officielle depuis plusieurs années maintenant de ces féminicides. Mais je crois que néanmoins, on peut se réjouir d'abord que maintenant les féminicides soient qualifiés comme tels, ce qui n'était pas forcément le cas 10, 20 ans en arrière, et que peu à peu, grâce au travail militant engagé sur ce sujet, grâce à l'engagement de toutes et de tous, on reconnaît maintenant, on dénombre les féminicides. On m'a fait remarquer récemment qu'il y a peu de personnes politiques, de personnalités politiques qui utilisent le mot de féminicide. C'est vrai qu'il y en a peu, mais parmi ce peu de personnalités, il y a le président de la République et le Premier ministre, et je crois qu'on peut s'en réjouir en matière d'éveil des consciences. Ce Grenelle des violences conjugales, donc c'est une mobilisation importante, mais je voudrais rappeler qu'il y a d'autres actions qui avaient été menées par le gouvernement précédemment, mais simplement c'est une nouvelle méthode, une manière d'engager tout le monde autour de la table, de ne pas forcément travailler en silo. Il y a 1 an, nous avions lancé un plan de lutte contre les violences conjugales avec un certain nombre de mesures qui faisaient elles-mêmes suite à 5 plans différents portés par les gouvernements successifs. À cet égard, et pour vous répondre précisément, Madame la Présidente, je voudrais me réjouir ici avec vous de la proposition de loi du député LR Aurélien Pradier sur le bracelet anti-rapprochement, me réjouir qu'elle ait été en discussion à l'Assemblée nationale et arrive bientôt en discussion auprès de vous. C'est une annonce qui a été faite par le Premier ministre Édouard Philippe au moment du lancement du Grenelle des violences conjugales, qui a été préparé et travaillé par la garde des Sceaux, porté dans l'hémicycle par le député Aurélien Pradier et qui a fait l'objet d'un vote avec un consensus très large sur la mise en œuvre de ce bracelet anti-rapprochement qui a fait ses preuves dans d'autres pays. Donc je suis heureuse de constater ce consensus et cette mise en œuvre prochaine et de vous préciser également, en réponse à votre question, Madame la Présidente, que le ministère de la Justice va allouer 5,6 millions d'euros pour le lancement de ces bracelets anti-rapprochement, puis ensuite 1,8 million d'euros par an pour soutenir cette disposition et s'assurer de sa réelle mise en œuvre.
Le Grenelle des violences conjugales est donc au cœur de notre actualité à toutes et à tous, mais ce n'est évidemment pas la totalité de notre action, puisque le gouvernement mène d'autres actions, notamment sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les violences sexuelles, le harcèlement au travail, l'excision, et c'est le sens du plan excision dont nous avions débattu il y a quelques mois, qui a été présenté en juin dernier, l'émancipation économique des femmes, j'y reviendrai, et la diplomatie féministe que vous avez évoquée, Madame la Présidente. Peut-être brièvement vous faire part du premier bilan sur la loi contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a certains sujets sur lesquels nous n'avons pas encore de bilan et il sera donc présenté dans le cadre d'une mission d'évaluation qui a été confiée à la députée Alexandra Louis, qui était rapporteure à l'Assemblée nationale de ce texte. Il me semble avoir entendu que le Sénat demandait également de pouvoir avoir une mission d'évaluation de la loi et donc ce sera chose faite. Nous allons en parler ensemble pour faire en sorte que ce soit mis, parce que cette demande est évidemment légitime. En ce qui concerne la verbalisation du harcèlement de rue, à ce jour, ce sont 894 infractions qui ont été constatées depuis la mise en œuvre de la loi. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que 894 faits de harcèlement de rue ou d'outrage sexiste dans tout le pays. Ça veut dire que ce sont celles qui ont donné lieu à des infractions constatées. Mais c'est quand même un chiffre élevé parce que je rappelle qu'au moment des débats sur la verbalisation du harcèlement de rue, certains commentateurs pouvaient mettre en doute la possibilité de véritablement constater ces infractions en se basant notamment sur les chiffres de la Belgique qui en un an n'en avait pu en démontrer que 2. On voit que 894, c'est un chiffre qui montre tout de même un engagement des forces de l'ordre. On a parmi celles-là 107 infractions pour voyeurisme, 6 infractions pour raid numérique également, et 948 infractions aggravées en raison de la présence d'un mineur. Ce qui sont des faits, qui sont des chiffres qui sont élevés, mais bien sûr la mission d'évaluation de la loi nous permettra d'en savoir plus. Je ne reviens pas sur les dispositions de la loi, nous les avons largement discutées au moment du vote de la loi, mais je voudrais remercier peut-être encore les sénateurs et les sénatrices qui ont mené un travail important pour enrichir cette loi, parce qu'on voit que ça produit des effets, notamment le président de la commission des lois, M. Philippe Bas, et la rapporteure Marie Mercier. Et je crois que nous devrons poursuivre ce travail ensemble d'évaluation et ensuite d'évaluation conjointe qui sera remise à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat pour voir, comme nous nous y étions engagés, si cette loi est suffisante ou si elle doit être améliorée. Et je pense là notamment à son article 2 sur la question de la protection des mineurs face aux violences sexistes et sexuelles et sur l'efficacité de l'allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Madame la Présidente, vous m'avez interrogée sur la question du budget. Je voudrais vous indiquer que le DPT sort demain et vous permettra donc d'avoir accès directement aux chiffres sourcés des ministères divers et variés. Mais peut-être vous dire que sur 2020, l'État consacre 1,116 milliard d'euros pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 361,5 millions de crédits engagés sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, parmi lesquels, et je vous ai apporté un certain nombre de documents avec des détails que je vous laisserai quand nous nous quitterons, mais en détail, il y a 2 ministères particulièrement qui augmentent considérablement leurs engagements financiers. Le ministère des Affaires étrangères, avec un certain nombre d'actions de co-développement financées. Je pense notamment aux 6 millions d'euros engagés pour soutenir le fonds de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix de l'année dernière, qui s'engage contre les violences sexistes et sexuelles, notamment en période de guerre. Le président de la République a annoncé que la France était le premier pays à soutenir ce fonds pour apporter un soutien et une aide à ces femmes. Et ça fait partie des engagements du ministère des Affaires étrangères. Nous avons préparé un détail que vous pourrez trouver dans le DPT. Mais également le ministère de l'Intérieur. Je peux vous partager peut-être avec vous quelques chiffres. Il y a une mobilisation importante avec 230 millions d'euros du ministère de l'Intérieur, avec notamment les brigades de protection des familles, avec les correspondants départementaux et locaux d'aide aux victimes, les référents violences conjugales, le recrutement de 73 psychologues par la police nationale, ce qui représente un engagement de 3,3 millions d'euros, des officiers, des correspondants territoriaux, des brigades de prévention de la délinquance spécifiquement dédiées à cela, mais peut-être insister sur un dispositif qui est nouveau, qui est le portail de signalement des violences sexistes et sexuelles, qui est porté à la fois par la police nationale et par la gendarmerie nationale. Nous l'avons inauguré il y a quelques mois de cela, je crois, avec Nicole Belloubet, Christophe Castaner et Laurent Nunez. Et cette plateforme de signalement qui est disponible sur servicepublic.fr, elle mobilise 2 unités de police et de gendarmerie,
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elles se trouvent physiquement à Rennes, en Ille-et-Vilaine, et à Guyancourt, en Île-de-France. Et elles répondent au signalement des victimes ou des témoins de violences sexistes et sexuelles. Et j'ai pu constater, à la fois sur place, dans le cadre de ce portail de signalement, mais aussi lors de déplacements dans le Nord récemment et ailleurs, à quel point ce portail de signalement travaille en lien avec les polices et les gendarmeries pour faire en sorte que cela débouche sur de véritables plaintes physiques et sur ensuite une prise en charge et une judiciarisation. Et donc ce portail de signalement des violences sexistes et sexuelles, il représente un coût d'installation et un coût de mise en œuvre de 1,7 million pour 2019, 454 000 € pour l'installation des 2 plateformes et 1,33 million d'euros précisément de masse salariale. Nous allons passer le détail de l'ensemble des autres crédits, qu'il s'agisse des référents préfectoraux, du Fonds interministériel de prévention de la délinquance affilié à la lutte contre les violences, des logements et de l'hébergement. Je vous passe le détail parce que je pense que ce serait sinon un peu long, mais je voudrais rappeler que les actions du gouvernement à cet égard se sont mobilisées. Et dans le cadre de cette plateforme, nous avons eu 3 835 chats très précisément, qui ont été traités par les policiers et les gendarmes et qui ont débouché sur 1237 signalements directs auprès des forces de l'ordre pour enquête. Donc ça veut dire qu'il y a des conversations avec les policiers et les gendarmes. Parfois, ça nécessite plusieurs conversations pour arriver à une plainte, à ce que cette plainte soit qualifiée et ensuite transmise au parquet. Cette plateforme, elle vient en soutien à l'action du 3919. Vous avez avec cette plateforme un signalement aux forces de l'ordre directement, et avec le 3919, vous avez un accompagnement. En 2018, l'État a déjà financé 3 postes supplémentaires d'écoutantes pour le 3919. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le 3919 puisse prendre 100% des appels qui lui sont passés, et c'est la raison pour laquelle nous avons, l'année dernière, augmenté de 3 postes supplémentaires pour qu'aucun appel ne sonne dans le vide. Et 1 665 000 € ont été accordés au 3919 en 2019, et en plus de cette somme, le 3919 a reçu une augmentation supplémentaire qui a été calculée par la Fédération nationale Solidarité Femmes elle-même, qui gère le 3919, pour prendre le surcroît d'appels lié à la campagne du Grenelle des violences conjugales. C'est-à-dire que nous leur avons demandé d'estimer le surcroît d'appels et le besoin en écoutante, et elles nous ont fourni ce besoin, et nous l'avons rempli en termes d'augmentation de subventions. Par ailleurs, le 3919 a reçu le label Grande Cause nationale. Le Premier ministre leur a attribué ce label qui a permis d'obtenir des diffusions gracieuses de campagnes de communication et d'information directement de l'association dans les radios et dans les télévisions publiques. Et en plus de cela, il y a eu la grande campagne de communication dans le cadre du Grenelle des violences conjugales pour améliorer la connaissance du 3919. Je voudrais préciser qu'en plus de cela, le gouvernement a mis en place des contrats locaux contre les violences qui sont des partenariats signés avec les acteurs à même de détecter ou d'être informés de violences sexistes ou sexuelles. Police, justice, associations, élus locaux, travailleurs sociaux qui, autour des préfets, se réunissent pour mieux faire circuler l'information, mieux partager les alertes et à terme mieux protéger les femmes en pouvant intervenir de la sorte. Les moyens qui ont été affectés aux associations ont donc augmenté, avec une prévision d'abondement significative en 2019 au 3919. Nous avons ajouté également un appel à projet d'1 million d'euros qui s'appelle le Fonds Catherine contre les féminicides. Pourquoi ? Parce qu'on a calculé que dans votre entourage, vous connaissez à peu près autant de victimes de violences conjugales que de femmes qui s'appellent Catherine. Ça peut sembler gadget, mais c'est un appel à la réflexion pour chacune et chacun, et que tout le monde puisse s'interroger sur la quantité de ce phénomène des violences conjugales. Et ce fonds d'1 million d'euros, il est spécifiquement dédié aux petites associations locales, c'est-à-dire à celles qui sont parfois en dehors du scope, puisque 1300 associations sont financées en tout par l'État sur ce sujet-là, et donc ça nous permet d'avoir un complément pour soutenir des projets locaux. Et à ce sujet, je voudrais vous dire, mesdames les sénatrices et monsieur le sénateur, que je suis évidemment à votre disposition pour que vous puissiez, dans les territoires, toute association locale qui aurait besoin d'appeler notre attention par votre intermédiaire, parce que vous auriez le sentiment que cette association locale n'a pas assez de financement pour pouvoir mener à bien ces projets, et que nous pourrions compléter par l'intermédiaire de ce fonds un certain nombre de propositions.
Voilà pour ce qui concerne le Grenelle des violences conjugales, mais bien évidemment, je répondrai à toutes les questions que vous voudrez me poser à cet égard. Sur le sujet de l'émancipation économique des femmes, je voudrais rappeler très brièvement le travail qui a été mené par ma collègue Muriel Pénicaud dans le cadre de la loi Avenir Pro sur la transparence dans l'égalité des salaires et la poursuite de démarches de la labellisation égalité. Faire mention de la question des pensions alimentaires et ce qui répond, Madame la Présidente, à la question que vous me posiez sur le PLFSS, puisque les évolutions du dispositif de prélèvement des pensions alimentaires seront intégrées au PLFSS et donc portées par la ministre des Solidarités et de la Santé. Et donc, ça sera un volet important en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça fait partie aussi de l'émancipation économique des femmes. Dans le cadre de cette loi qui a été annoncée par le Président de la République au G7, la loi pour l'émancipation économique des femmes, nous avons confié à Chiara Corazza, qui est la présidente du Women's Forum, une mission sur la place des femmes dans le numérique. Parce qu'on s'aperçoit, et plusieurs études l'ont bien démontré, je ne le redocumente pas ici, que l'orientation des jeunes filles et des filles vers les filières de sciences, technologies, maths, numérique, etc. baisse considérablement d'année en année dans tous les pays d'Europe. Et nous pensons que c'est un enjeu très fort à la fois d'égalité femmes-hommes, mais aussi d'innovation, de performance, de développement économique pour le pays. Et donc Chiara Corazza, qui a beaucoup travaillé dessus avec beaucoup de partenaires, notamment d'entreprises, d'associations et de réseaux de femmes, va nous remettre très prochainement à Bruno Le Maire, Cédric O et moi-même des propositions pour rendre attractives ces filières vis-à-vis des femmes. J'ai par ailleurs également confié une mission au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est désormais présidé par Brigitte Grésy, que vous connaissez, sur la question des quotas. Le HCE est chargé d'étudier la faisabilité et les modalités de rehaussement des quotas, avec plusieurs scénarios qui sont sur la table et qui sont étudiés, notamment la possibilité de rehausser jusqu'à 50% les quotas de femmes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des entreprises, mais aussi la possibilité et ou d'examiner la faisabilité pour étendre ces dispositifs à toutes les autres instances de gouvernance des entreprises et ou également d'expertiser des modalités de rehaussement de tout quota existant. On peut toucher là très largement à la fois les quotas dans l'entreprise, mais aussi les quotas dans la fonction publique. Et je pense bien sûr aux quotas de primo-nomination des hauts fonctionnaires et à la loi Sauvadet. Mais il y a également un certain nombre de personnalités qui portent dans le débat public la volonté de mettre en place des quotas dans les écoles scientifiques, écoles d'ingénieurs, etc. Ça fait partie également du débat. Dans le cadre de cette loi pour l'émancipation économique des femmes, nous allons travailler à l'application de la loi sur l'égalité salariale à l'ensemble du secteur public, puisque l'État est pour l'instant loin d'être exemplaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes à cet égard. Et nous pensons que l'État, comme investisseur, peut avoir un rôle à jouer, notamment en donnant à BPI France un mandat de vérifier et de soutenir la diversité de genre dans les entreprises dans lesquelles elle investit et de veiller surtout à ce que les femmes entrepreneurs ne soient pas discriminées. L'État investisseur, donc, et l'État actionnaire qui peut également donner mandat à l'Agence des participations de l'État de fixer et de mesurer des objectifs qui soient clairs et déterminés sur la place des femmes au sein des organes de direction des sociétés de son portefeuille, de la même manière qu'actuellement, elle suit les rémunérations. Nous sommes en train d'y travailler avec Bruno Le Maire et avec les secrétaires d'État concernés par ce sujet. Par ailleurs, nous pensons que dans cette loi, nous pourrons discuter avec les parlementaires de la mise en place d'un budget genré, dit gender budgeting de l'État. Il y a 3 expérimentations qui ont été lancées par l'État depuis 2017, appliquées au ministère des Sports, de la Culture et de l'Agriculture. Je tiens à rappeler que ce n'est pas une innovation particulière. Il y a déjà beaucoup de pays, dont le Maroc par exemple, qui ont mis en place des budgets genrés. Et c'est une revendication du Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes du G7. Nous sommes par ailleurs en train de discuter un certain nombre de mesures bancaires, puisqu'entre le droit bancaire et la réalité, il y a parfois une divergence. Et donc avec la Fédération bancaire française, nous menons ce travail de concertation avec Bruno Le Maire, mais également la transposition dans la loi des dispositions de la Convention d'Istanbul, notamment sur toute la question des violences économiques qui n'existent pas en tant que telles actuellement dans la loi française et que la France s'est bien évidemment engagée à transposer. Par ailleurs, nous pensons pouvoir créer un fonds pour les femmes dans l'innovation en marge de cette loi et des mesures de formation spécifiques pour accompagner la reprise d'activité des femmes après un arrêt de travail, des hommes aussi également, mais majoritairement ce sont les femmes qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Nous sommes en train de travailler également sur une mesure liée à la parité, notamment sur la hausse des pénalités pour les partis politiques qui ne respectent pas la parité lors des constitutions de listes d'élections. Nous proposons et nous mettons au débat public la multiplication par 5
de ces pénalités, qui ne sont pas réellement des amendes, qu'on appelle des amendes par abus de langage, mais qui sont des retenues, pour qu'elles soient réellement dissuasives. C'est une mesure que nous sommes en train de travailler en interministériel et pour laquelle nous allons évidemment consulter les différents partis politiques afin d'avoir leurs sentiments sur ce sujet-là. Et je serai très preneuse de vos différents retours, vous qui êtes les représentantes et les représentants des territoires, sur vos avis par rapport à cette mesure. La question des quotas des jeunes filles, je l'ai évoqué tout à l'heure, et je veux passer pour terminer, et je ne sais pas combien de temps il me reste ou si j'ai dépassé le temps qui m'est imparti, à la question de la diplomatie féministe, puisque vous savez que la France porte depuis 2 ans, sous l'impulsion du président et de Jean-Yves Le Drian, une diplomatie féministe qui se traduit par différentes actions, notamment financièrement, l'augmentation considérable des crédits en soutien à l'initiative She Decides pour les droits sexuels et reproductifs partout dans le monde, l'engagement de 6 millions d'euros pour le fonds Mukwege que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi la présidence française du G7 qui a donné pour la première fois lieu à un partenariat de Biarritz pour l'égalité entre les femmes et les hommes, sous l'impulsion du président de la République, avec un engagement de tous les pays du G7, incluant les États-Unis d'Amérique, à implémenter dans l'année qui vient une loi proposée par le Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes dans le cadre du G7, et enfin l'accueil du forum Génération Égalité sous l'égide d'ONU Femmes. L'une des priorités de la France au cours de la présidence du G7, du Conseil des ministres et du Conseil de l'Europe en 2019, ça a donc été faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes en général, et particulièrement la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons lancé au Forum mondial pour la démocratie à Strasbourg en novembre 2018 et avons réitéré l'engagement de la France à la CSW en mars dernier et lors de la dernière conférence organisée par le Grevio en mai. Et dans ce cadre, la France a encouragé l'ensemble des États du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait à signer et à ratifier la Convention d'Istanbul. Et nous avons invité à la fois dans cette instance également en bilatéral l'ensemble des États non membres du Conseil de l'Europe à y adhérer avec une perspective claire qui est celle de l'universalisation du texte qui est portée bien sûr par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Également, dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, nous avons présenté un plan de lutte contre l'excision, à la fois en France mais aussi partout dans le monde, avec un plan de lutte contre ces mutilations présenté donc le 21 juin dernier en partenariat avec différentes organisations comme le GAMS, Excision Parlons-en, le Conseil national des gynécologues obstétriciens français, Équilibre et Population et la Maison des femmes chez qui nous étions. Les enjeux sont d'enrichir l'état des connaissances, d'établir un état des lieux des mutilations sexuelles féminines, de mieux sensibiliser, prévenir, améliorer la santé de ces femmes et faire de la France un pays exemplaire face aux mutilations sexuelles et d'accompagner et de travailler en coopération avec les autres pays qui souhaitent s'engager dans cette démarche, notamment le Burkina Faso, le Tchad, où j'ai pu me rendre avec le président de la République dernièrement. La présidence française du G7 a permis, je crois, de marquer un engagement fort dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, puisqu'à l'occasion de cette présidence française, les chefs d'État ont adopté la déclaration que j'évoquais du partenariat de Biarritz, ont soutenu le Fonds international pour les survivants de violences sexuelles liées à un conflit, ainsi que pour l'éducation et la formation des filles et des femmes. Et dans le cadre de cette présidence française, la France a donné un élan à l'initiative AFAWA, qui a été lancée par la Banque africaine de développement. En 2020, 23% des femmes africaines ont accès au crédit. Ça veut dire que les 3/4 des femmes n'en ont aucun. Donc il était urgent, à notre sens, d'agir pour faire en sorte que les femmes, notamment africaines ou les femmes en France qui entreprennent, les femmes françaises qui entreprennent en Afrique, puissent être mieux soutenues. Et donc la France est engagée à hauteur de 135 millions d'euros sur l'initiative AFAWA. Et le G7 a mobilisé en tout environ 251 millions de dollars pour financer ce mécanisme qui est à cheval entre le microcrédit et l'aide au développement et qui permettra de garantir les financements des femmes en Afrique puisqu'ils sont plus difficiles à garantir pour les questions notamment législatives que vous connaissez. Dans le cadre du G7, le Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes, qui est donc coprésidé par Nadia Mourad, que vous connaissez, et Denis Mukwege, que vous connaissez également, est composé d'environ 35 activistes et experts de l'égalité femmes-hommes. Ce Conseil a identifié 80 lois favorables à l'égalité entre les femmes et les hommes, avec une sorte de benchmark des meilleures lois mondiales et les plus efficaces dans 4 secteurs que ce Conseil a déterminés: violence, autonomisation économique, éducation et santé, discrimination. Et ce travail s'est appuyé sur l'expertise des membres du Conseil, avec le soutien d'ONU Femmes.
le Conseil a remis ce recueil de lois ainsi qu'un appel à l'action des chefs d'État et de gouvernement. Et dans cet appel, le Conseil demande aux dirigeants de s'engager à adopter et à mettre en œuvre des cadres législatifs progressistes pour l'égalité femmes-hommes. En s'inspirant de ces recommandations, le Président de la République a par ailleurs demandé à ce Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes de perdurer, même après la présidence française du G7, afin de vérifier si les engagements pris par les différents États sont véritablement tenus et si chacun, dans l'année à venir, a véritablement implémenté une loi. Enfin, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies le mois dernier, le Président de la République a lancé un appel en disant que nous devons donner un statut juridique aux féminicides partout dans le monde. À la tribune des Nations unies, la France a élargi la coalition du partenariat de Biarritz, conclue dans le cadre du G7. De nombreux pays se sont d'ores et déjà engagés. Je pourrais citer l'Espagne, la Suède, l'Irlande, l'Afrique du Sud et quelques autres. Et le Président de la République a appelé tous les pays à s'engager dans le Forum Génération Égalité. Le Forum Génération Égalité, il a lieu à Paris en 2020, soit 25 ans après la conférence mondiale de Pékin, qui avait eu lieu donc en 1995. La France organise, sous l'égide d'ONU Femmes et en lien avec le Mexique, ce Forum Génération Égalité du 7 au 10 juillet prochain à Paris. J'espère toutes et tous vous y voir. Tous les acteurs contribuant à la promotion des droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes partout dans le monde seront conviés. On attend environ 5000 participants, plusieurs centaines d'ONG du monde entier, environ 50 chefs d'État et de gouvernement, des personnalités mondiales engagées pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui, dans ce cadre, pourront marquer, sous l'impulsion d'ONU Femmes Monde, un engagement partagé pour faire une génération qui connaisse l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes partout dans le monde. Les conditions de participation, pour que vous les ayez en tête, c'est un engagement au niveau national à rejoindre le partenariat de Biarritz, donc à modifier le cadre légal ou une politique publique en faveur des droits des femmes, et un engagement au moins pris au niveau international, c'est-à-dire au moins participer à une des coalitions qui sont prévues dans le cadre de ce forum. Et je crois que ce forum Génération Égalité sera un succès si tout le monde s'engage. De la même manière, n'hésitez pas à vous adresser à nous pour que nous puissions avancer ensemble dans cette grande mobilisation nationale qui permettra à chacune et à chacun de porter des messages féministes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes partout dans le monde, alors que, vous le savez, les droits des femmes sont plus que jamais menacés à cet égard. Bref, je crois que 2020 va être une année importante pour la diplomatie féministe. La prochaine CSW en mars va être l'occasion de porter nos engagements collectifs au nom de la France, pris depuis 2 ans et demi dans le cadre de cette diplomatie féministe, mais aussi de porter les engagements qui, j'en suis sûre, sortiront du Grenelle des violences conjugales. C'est pourquoi nous souhaitons pouvoir faire en sorte qu'une grande délégation représentant la France puisse y participer. Et je suis donc naturellement à la disposition de toutes les sénatrices et de tous les sénateurs qui voudraient travailler dans le cadre de cette CSW et préparer une délégation française à cet égard. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. L'égalité entre les femmes et les hommes, vous le savez, c'est une priorité de ce gouvernement. En tout cas, c'est la mienne. Je sais que c'est la vôtre aussi et je vous remercie d'être présent dans ce cadre et c'est pour ça que vous êtes là. Et donc, je suis évidemment à votre écoute pour répondre, si je le peux et si j'ai les éléments qui permettent de répondre à vos questions et sinon les trouver par la suite et que nous puissions avancer ensemble sur tout sujet sur lequel vous voudriez porter mon attention, répondre à vos questions sur l'action transverse du gouvernement et peut-être construire ensemble d'autres mesures sur différents sujets. Merci Madame la Ministre. Alors, je vous remercie pour ces propos, toutes ces annonces qui ont été faites cet après-midi. J'ai un certain nombre de paroles qui sont prises de parole et questions qui sont demandées. Moi, je vais juste faire 3 remarques et peut-être à la fois en même temps 3 questions et après je prendrai par série de 2-3 sénateurs, sénatrices pour qu'on puisse avancer dans les temps. Comment réussissez-vous à passer de 200 appels à 600 appels avec 3 postes en plus d'écoutantes? Donc ça, c'est ma première question. J'ai eu un rendez-vous aujourd'hui avec des représentants des gynécologues médicaux. On le sait, un certain nombre, j'avais posé différentes questions, les gynécologues médicaux font souvent grand défaut dans certains départements qui n'en ont pas. Donc aujourd'hui, il y a le CNP qui a rassemblé gynécologues médicaux et gynécologues obstétriciens. Or, on connaît le rôle du CNP à la fois de porter la formation, de gérer les budgets de formation et
et d'être l'interlocuteur privilégié du gouvernement. Donc, est-il possible, il semblerait que ce soit possible auprès de la ministre de la Santé, de revenir à 2 CNP. Et vous avez fait appel à nos territoires. Nous sommes tous et toutes sénateurs de territoire. Moi, lorsque je regarde le territoire de la Vendée, je vais vous faire d'abord un constat sur les moyens des associations. Le CIDFF Vendée est logé dans des locaux qui sont absolument pas dignes de la mission, c'est-à-dire que la personne qui assure le conseil juridique part en courant le soir puisqu'elle est à l'arrière d'une tour d'immeuble et ne se sont pas du tout rassurés en quittant ces locaux au sous-sol. Et l'association SOS Femmes Vendée accueille des femmes et des enfants dans des conditions relativement précaires. Je dis précaires en exagérant, en forçant le trait, mais malgré tout, lorsqu'on accueille des enfants et des femmes qui ont été victimes de violences, les conditions dans lesquelles on doit les accueillir doivent être totalement parfaite, c'est-à-dire pour qu'ils puissent déjà trouver un refuge et un début de reconstruction. Et la dernière intervention, ça date juste de vendredi, vous avez parlé du plan Excision, et je salue la présence de nos 2 collègues sénatrices, Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, qui ne manqueront pas de revenir peut-être sur le travail qu'elles ont mené cette année, lors de l'année précédente parlementaire. J'ai reçu vendredi, à ma permanence de La Roche-sur-Yon, une jeune femme du Tchad, Radija, c'est ça, Radija, qui a été déboutée d'une demande d'asile, excisée, qui a subi de nombreuses violences dans son pays, qui demande le droit d'asile, qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer. Son dossier a été un dossier administratif refusé. Elle risque l'expulsion le 24 octobre prochain. Avez-vous, dans votre plan Excision, je dirais des mesures particulières, accordez-vous une attention particulière à toutes ces femmes qui sont excisées dans le monde et qui risquent leur vie si elles retournent dans leur pays d'origine. Cette jeune femme est partie, elle a quitté en laissant ses enfants. Sa mère, qui a gardé ses enfants, est partie dans un pays voisin puisque les enfants servaient d'armes contre la mère. Donc, que faites-vous aussi pour toutes ces femmes qui redemandent l'asile dans notre pays après des violences et des excisions, Donc je vais tout de suite, trois premières interventions, et je vais passer la parole à Marta de Cidrac, si vous le permettez, donc par séquence de 3, comme ça nous permet d'avancer un peu plus rapidement, puisqu'il y aura probablement des sujets qui vont se recouper. Marta de Cidrac. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre d'être parmi nous aujourd'hui. Et en introduction, je voudrais évidemment vous rassurer, nous partageons pleinement les objectifs que vous nous présentez. Peut-être avons-nous quelques désaccords sur les moyens et sur les outils que vous souhaitez vous déployer. Donc moi, je vais revenir, pour ne pas être trop longue, sur un certain nombre de chiffres que vous avez partagé avec nous, et vous nous avez annoncé que vous nous remetteriez à la fin de la séance un document, donc on le regardera avec beaucoup d'attention, bien évidemment. Toutefois, donc, je reviens au lancement du Grenelle des violences, et à ce moment-là, il a été annoncé, vous l'avez rappelé, 1 million d'euros pour le fonds Catherine, et également 5 millions d'euros qui seraient débloqués pour de l'hébergement, pour 1000 places d'hébergement pour des femmes qui subissent des violences conjugales. Il y a un rapport en fait du CESE qui est paru en 2018 dans lequel il disait qu'en réalité le montant qui était consacré aux violences faites aux femmes était de l'ordre de 80 millions d'euros à peu près. Il parlait de 78 millions d'euros. Vous-même, à l'occasion d'un plateau sur BFM ou RMC avec Monsieur Bourdin, vous avez dit que vous faisiez état en fait de 530 millions d'euros qui étaient consacrés évidemment à ces sujets très graves. Votre budget est autour de 30 millions d'euros. Tout à l'heure, vous avez partagé un certain nombre de chiffres. Malheureusement, je ne les ai pas notés, notamment le chiffre que vous avez évoqué pour le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires intérieures. Donc, est-ce que, ma première question est donc celle-là, comment comptez-vous identifier très clairement dans le cadre du budget les postes contre toutes ces violences, en fait, ministère par ministère, et comment vous allez les décliner, en fait, dans votre plan d'action global, pour que nous soyons concrets dans les territoires, que nous puissions relayer ce que vous nous communiqueriez, et comment le faire intégrer dans le budget véritablement de chaque ministère. Comment est-ce qu'on s'y retrouve en réalité, puisque aujourd'hui,
on entend des chiffres qui sont toujours en contradiction les uns avec les autres et en fait on s'y perd un tout petit peu dans tout cela. Donc j'aimerais savoir un tout petit peu plus. Madame la Présidente, j'ai une deuxième question si vous permettez, j'essaierai d'être bref, c'est autour du numéro 3919. On me dit qu'en réalité il n'est pas ouvert 24 heures sur 24, ce qui m'étonne terriblement. Voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel je souhaiterais que vous nous rassuriez aujourd'hui. Je pense que c'est inadmissible aujourd'hui, vu l'état vous-même, vous nous avez rappelé les terribles chiffres autour de ces violences. Certes, il y a des sujets de moyens, mais je crois que quand on a la volonté, il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Donc j'aimerais que vous me rassuriez. Et dernier sujet, nous travaillons dans les Yvelines, moi je suis sénatrice des Yvelines, autour de l'hébergement, avec monsieur le préfet, avec les référentes autour des violences conjugales. Et là encore, je suis désolée, tout revient aux moyens, mais nous n'avons très clairement pas les moyens. Donc moi, je vais lancer une mobilisation des élus, mais là encore, vous voyez, ce seront les communes qui vont être au premier plan. Or, dans la mesure où vous-même vous annoncez cette ambition gouvernementale qui a été annoncée dès l'élection du président, aujourd'hui, très clairement, le compte n'y est pas. Donc je voudrais concrètement que vous nous rassuriez et que vous nous dégagiez des moyens. Merci. Merci, chers collègues. Si vous le permettez, on prend une troisième question. C'est notre collègue Martine Filleul. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci de se prêter à cet exercice des questions-réponses qui n'est pas toujours facile. Alors, j'ai noté dans votre propos, mais cela n'est pas nouveau, des mots comme écoute, portail de signalement, place d'hébergement, 3919, aide aux victimes. Toute votre action et même le débat public porte sur l'aspect répression et sur l'aspect accompagnement des femmes déjà victimes de violences. Mais pour ma part, je pense que il faut mettre fin à ce cycle infernal des violences conjugales, véritablement les éradiquer et donc travailler sur un volet prévention. Or, les unes et les autres peuvent témoigner, je pense, que sur leur territoire, les associations qui œuvrent au plus près des filles, des femmes, qui peuvent être des proies plus faciles pour les violences, en particulier dans les quartiers, voient leurs subventions diminuer. Et je pense par exemple à la prévention spécialisée. Dans les quartiers, elles voient leurs subventions diminuer. Que pensez-vous? Avez-vous un volet prévention que vous tenez secret? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Ensuite, je voulais vous interroger sur le droit à l'IVG. L'exercice de ce droit en France est de plus en plus contrarié. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2007 et 2017, hors fusion d'établissements, 27 centres ont ouvert et 70 ont fermé en France métropolitaine, avec une perte de 43 centres sur un total de 624. Des femmes aujourd'hui doivent faire parfois plusieurs centaines de kilomètres pour pouvoir avoir accès à ce droit. Que compte faire le gouvernement pour que la loi soit véritablement respectée? Ensuite, vous parlez de l'allongement du congé de paternité. En Autriche, récemment, je crois début septembre, le congé de paternité a été porté à 1 mois avec une allocation de 700 € par mois pour inciter effectivement les pères à prendre ce congé de paternité. Et puis également, je ne me trompe pas, mais c'est les Espagnols également qui ont allongé le congé de paternité. À l'image de ce qui se fait dans les pays nordiques les plus progressistes dans le domaine. Est-ce que vous pensez mettre en œuvre un congé paternité de cette nature en France, enfin de cette longueur en France? Et enfin, votre propos sur la diplomatie des femmes m'a également porté à vous poser une question. Puisque vous parlez d'innovation, de création d'entreprises, de start-up en Afrique, tout ça est très bien, de les encourager d'une manière générale, la création d'entreprises, l'innovation, je trouve que c'est très très bien, mais néanmoins j'ai en tête des chiffres qui montrent que le taux de scolarisation des femmes en Afrique baisse dans certains pays, au pire,
et au mieux stagne. Est-ce que vous ne pensez pas que la priorité dans ce domaine et en Afrique devrait s'imposer à nous en matière de diplomatie? Merci, chers collègues. Je vous laisse répondre, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci d'abord d'avoir écouté mon long propos liminaire et merci pour vos questions. Madame la Présidente, je n'ai sans doute pas donné assez de détails sur le 3919, mais il y a eu en fait dans un premier temps 3 nouvelles écoutantes sur l'année précédente et ensuite de nouveau 2 nouvelles écoutantes pour absorber le surcroît d'appels au 3919. Donc en fait, il y a eu 2 fois 2 recrutements de 3 écoutantes. Vous dire si c'est suffisant ou pas actuellement, je ne le peux pas, mais nous avons justement prévu de faire un bilan d'étape avec le 3919 pour voir si c'est suffisant ou pas. Il est évident que, étant donné que nous avons diffusé très largement ce numéro de téléphone, c'est notre priorité absolue. Et bien évidemment, s'il y a besoin d'avoir encore de nouvelles écoutantes, bien évidemment, nous mettrons les moyens pour qu'il y ait encore de nouvelles écoutantes au 3919, incluant évidemment les formations de ces écoutantes, parce qu'en gros, en moyenne, il y a 3 à 4 mois de formation pour pouvoir ensuite être écoutante au 3919. Et je me permets de répondre en même temps à l'autre question qui portait sur le 3919. Non, il n'est pas ouvert 24 heures sur 24 à l'heure actuelle. Il n'a pas été. C'est un numéro qui existe depuis maintenant quelques années. Mais c'est un objectif du gouvernement. Nous voulons faire en sorte qu'à terme, il soit ouvert 24 heures sur 24. Donc nous sommes en train d'y travailler avec l'association qui le porte, avec plusieurs objectifs. D'abord, le premier, c'est de rappeler à chaque fois que nous pouvons dans le débat public que ce n'est pas un numéro d'urgence. Parce que je pense que le fait de communiquer sur ce numéro est évidemment très positif et permet de le faire connaître, mais je ne veux pas qu'il y ait de confusion et je voudrais rappeler que c'est un numéro d'écoute et d'accompagnement et qui n'est pas un numéro d'urgence et d'intervention. Pour ça, c'est la police et la gendarmerie. Et autre petite difficulté de l'État, de l'administration, de la loi, c'est qu'on doit passer par un marché public si on veut ouvrir ce numéro sur un volume qui soit de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça nous demande en fait un petit peu de travail avec l'association pour construire les objectifs et construire ce qui serait les objectifs d'une ouverture 24 heures sur 24, un peu de travail compris de changement de locaux puisque les locaux actuels ne sont pas adaptés sur ce sujet-là, et puis un petit travail législatif en termes de marché public. Nous sommes en train d'y travailler avec l'administration chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est pour vous répondre clairement. En ce moment, il n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Nous voulons qu'il soit ouvert 24 heures sur 24. Ça nécessite un travail un peu fin et nous sommes en train de mener ce travail. J'espère vous avoir répondu sur le 3919. Sur la question des locaux et des associations en Vendée, à Madame la Présidente, sur le CIDFF, c'est 4,6 millions d'euros qui sont engagés au total sur les antennes locales, en plus de l'antenne nationale. Et donc les crédits du CIDFF, comme vous le savez, ils sont fournis, par l'État en direct avec les représentants dans les préfectures, qui fournissent un certain nombre de subventions, indirectement par l'État via les subventions accordées au national, au CIDFF, qui ensuite peut, selon certains cas, rebasculer au niveau local, mais aussi par les collectivités, régions, villes, départements, toutes celles qui souhaitent abonder ces montants-là. Je ne sais pas à qui appartiennent les locaux actuels du CIDFF en Vendée, mais volontiers, si vous pouvez me faire passer un dossier, que nous puissions regarder plus en détail, et y compris, bien sûr, sur SOS Femmes, et c'est valable pour toute autre association qui serait en difficulté en matière de locaux. En ce qui concerne l'asile pour les femmes liées à la question des mutilations génitales, normalement, c'est prévu dans les textes. C'est-à-dire que normalement, une femme qui est menacée de mutilation génitale dans son pays, même pas forcément qui a été victime, mais même qui est menacée de mutilation génitale, elle doit pouvoir trouver refuge en France. Donc je ne connais pas le cas particulier de la femme dont vous faites état qui vient du Tchad, mais normalement, il est bien évident que à la connaissance, d'après les connaissances dont je dispose, et empiriquement, elle aurait dû pouvoir être accueillie. Et je ne peux pas vous dire, ne connaissant pas son dossier, pourquoi elle ne l'a pas été, mais c'est effectivement souhaitable qu'elle soit accueillie. Sur la question du budget, j'entends que ce soit, je me tourne vers vous de nouveau, Madame la Sénatrice, j'entends que ce soit extrêmement complexe et c'est tout l'objet du DPT. En fait, l'objet du DPT, c'est de faire remonter justement de chaque ministère les crédits engagés qui seront engagés donc en prévisionnel, en futur ou en conditionnel, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est un exercice assez difficile même pour les ministères eux-mêmes, parce que par exemple, en ce qui concerne l'hébergement, vous pouvez engager un prévisionnel de crédit, mais l'hébergement, l'offre dépend de la demande, et donc ça dépendra de la demande de l'année qui vient. Donc c'est un peu subtil. C'est la même chose pour l'évaluation sur les bracelets anti-rapprochement. On évalue
on imagine qu'il y aura tant de condamnations et que donc on estime à telle somme. Et c'est ce qui fait que le DPT est cet exercice un peu compliqué. Mais vous aurez dès demain l'ensemble des chiffres émanant des ministères eux-mêmes. J'entends qu'il y a différents chiffres sur le budget qui circulent, et je sais qu'on est dans une période où personne n'a foi en personne et où le complotisme prévaut sur tout, mais il me semble que les documents qui viennent de la direction du budget de l'État sont quand même fiables et peuvent faire foi en matière de chiffres pour le budget, et donc le DPT en faisant. Alors je ne vous le fais pas dire. Comment dire? Alors, c'est l'objet de ce que je vais vous distribuer. On a fait un petit exercice en essayant d'être le plus sincère et transparent possible. L'idée, c'est pas d'en mettre plein la vue et de dire « Ouais, regardez, il y a plein d'argent ». L'idée, c'est d'essayer justement de transcrire les chiffres du DPT, qui ne sont pas toujours très intelligibles, dans des graphiques et des camemberts et des chiffres extraits avec des exemples qui permettent de se repérer un petit peu dans le DPT. Donc moi, je ne suis pas ministre du budget. Je fais avec l'exercice contraint du tableur Excel et du programme les uns après les autres. Mais en tout cas, ce DPT, il est public à partir de demain. Nous, on a fait le travail depuis quelques semaines avec les différentes directions, administrations, pour sortir et traduire quelque chose. Si vous avez besoin de précision, évidemment, à la fois le ministre Gérald Darmanin et moi-même, nous sommes à votre disposition. S'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, pas cohérentes, ne pas correspondre, ou qui vous interrogent sur tel ou tel engagement budgétaire, vraiment n'hésitez pas, une fois qu'il sera sorti et que vous en aurez pris connaissance, si on peut vous éclairer sur ce sujet, ou y compris si vous trouvez qu'il y a des crédits qui sont insuffisamment élevés sur tel ou tel volet, on est évidemment à votre disposition, mais c'est justement l'objet du DPT et l'objet du PowerPoint qu'on a essayé de faire à partir de ces DPT. Sur le 3919, je vous ai répondu. Sur la question de la prévention, oui, alors je ne sens pas secret un plan de prévention. Il y a un groupe de travail justement qui va avancer sur la prévention. Il y a une proposition qui a été faite pendant le Grenelle des violences conjugales que moi je soutiens personnellement, que je trouve très bonne, de mettre en place un brevet dans les écoles de lutte contre les violences, qui permettent à chaque enfant, comme on l'est sur la sécurité routière, comme on le fut sur l'écologie, d'être véritablement sensibilisé. C'est une proposition qui a été faite par une association. Moi, je la soutiens. Il y a un groupe de travail qui va se réunir et avancer sur ce sujet. Mais j'ai envie de vous dire aussi que tout est lié et en fait, il y a plein de moments où on fait de la prévention sans avoir l'air de faire de la prévention. Quand on lutte contre les stéréotypes sexistes qui sont diffusés à la télévision, quand je m'insurge contre des blagues sur le viol qui sont diffusées à des heures de grande écoute, c'est pas juste pour le plaisir de faire un signalement au CSA, c'est parce que derrière, je pense aux jeunes filles et aux petites filles qui ont l'âge de mes enfants, qui regardent et qui disent « Ah ben en fait, c'est marrant d'être violée, c'est normal d'être tabassée, c'est normal d'être forcée à avoir des relations sexuelles, etc. etc. » Et je crois que ça fait partie de la prévention aussi, ce volet de lutte contre les stéréotypes. C'est la même chose quand on soutient les femmes dans le sport. Soutenir les femmes championnes dans le sport, c'est soutenir une représentation des femmes qui ne soient pas forcément là comme objet de désir ou de non-désir, mais comme des femmes puissantes, musclées, qui gagnent, qui remportent des tournois, etc. Et je pense que ça participe aussi de la prévention. Et j'entends ce que vous dites aussi, Madame la sénatrice, sur le fait qu'on est peut-être trop sur le volet prise en charge des victimes. Et je vous rejoins parce que c'est un constat qui est factuel que vous faites. Je partage ce constat. Il est dû à l'histoire, comme vous le savez, de la lutte pour les droits des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles, qui a été très longtemps, il y a une ou deux générations, un impensé des politiques publiques qui a été fait par les associations qui se débrouillaient pour accompagner les femmes et sans avoir mis en place une stratégie sur ce sujet-là. Les stratégies de politique publique, elles ont une génération et demie, donc elles sont en fait très récentes. Il y a encore des angles morts, à mon sens, dans ces politiques publiques. Par exemple, la prise en charge des auteurs de violences. J'étais à Arras la semaine dernière, j'ai pu visiter l'un des seuls centres en France qui prend en charge les auteurs de violences conjugales, qui a été co-créé notamment par Luc Frémiot, avec qui je ne partage pas la vision du gouvernement, mais qui là a fait quelque chose de positif, puisque ça a démontré qu'on est passé en termes de récidive de 60 et quelques % à 13%. Et j'ai pu m'entretenir avec des hommes auteurs de violences conjugales qui ont été accompagnés, et il m'est apparu, je ne suis pas travailleuse sociale, mais il m'est apparu avec un regard extérieur qu'effectivement ça pouvait porter ses fruits. Et en plus, j'ai pu découvrir à cette occasion que ce n'était pas si cher que ça, je ne devrais pas le dire comme ça, mais en fait, je pense que ce n'est pas si cher que ça. Un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales comme celui d'Arras, il coûte un peu moins de 200 000 € par an, avec 12 hommes qui peuvent être hébergés et accompagnés, et en tout, à l'année, c'est entre 30 et 40 hommes qui sont accompagnés. Donc en fait, ça veut dire que très clairement, si on trouve des collectivités, des régions, des partenaires qui sont disposés à mettre une partie du financement, nous, on peut assez facilement
pas assez facilement, mais on peut, en tout cas, c'est du domaine du faisable, dégager des financements pour accompagner ces hommes et faire de la prévention en luttant contre la récidive. Et je pense que ça va être vraiment un angle tournant du Grenelle des violences conjugales. Sur les subventions, je voudrais rappeler ce que je disais tout à l'heure. Vous me disiez que toutes les subventions sont en baisse. Moi, quand les subventions baissent, pardon de le dire comme ça, mais il y a plusieurs possibilités. Nous, en moyenne, il y a plus 21,3% de subventions en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des hausses qui sont bien plus fortes et que si on parlons-en, je crois, c'est x4, quelque chose comme ça. Le mouvement d'Uni contre la prostitution, 39-19, le collectif féministe contre le viol, etc. Il peut y avoir des subventions qui baissent à des associations. Il y a des raisons en général, que ce soit l'État, que ce soit les régions, que ce soit les villes. Quand on baisse une subvention à une association, il y a une raison derrière. Et nous, notre raison, elle n'est pas budgétaire. À chaque fois, ce n'est pas parce qu'on dit il n'y a plus d'argent, on baisse la subvention. On peut toujours aller trouver de l'argent ailleurs. Je n'ai eu de cesse d'abonder mon budget avec Matignon, avec les autres ministères, etc., etc. Quand une subvention baisse, c'est que souvent, la déléguée régionale ou la déléguée départementale aux droits des femmes de l'État qui est en préfecture a estimé que le dossier n'était pas solide et que l'activité en face n'était pas suffisante pour maintenir ou augmenter la subvention. Il peut arriver qu'il y ait des erreurs, des trous dans la raquette et que ce ne soit pas le cas. Et dans ces cas-là, là aussi, je suis très preneuse des dossiers des associations en question. Si vous estimez qu'il y a une baisse qui est pour vous injustifiée et que l'État devrait remettre des crédits sur ces associations, on peut évidemment en discuter. Et donc, si vous avez les mentions de ces associations, on peut voir à l'issue ensemble. Sur la question de l'IVG, c'est pas de mon ressort directement, mais quand même, puisqu'il s'agit de droits des femmes et d'égalité de droits des femmes, je voudrais rappeler quelque chose qu'on sait toutes et tous ici, mais rappeler quand même la difficulté à attirer de façon générale dans le métier de gynécologue, à attirer dans le métier de gynécologue qui exerce des interruptions volontaires de grossesse et à attirer dans le métier de gynécologue qui exerce des IVG dans certaines zones. Et moi-même, je suis élue en Sarthe. Et en Sarthe, on a une zone de désert médical et c'est extrêmement long et extrêmement difficile d'avoir un accès à l'IVG. Il y a des femmes qui habitent en Sarthe qui vont à Paris pour avoir un accès à l'IVG parce qu'on est dans une zone de désert médical. Et je ne dis pas qu'à Paris, ce soit facile, rapide, etc. Mais le constat que vous faites, je le partage. Et ma collègue, la ministre de la Santé, est pleinement engagée. Elle a publié récemment notamment une carte qui permet, via une cartographie, d'avoir accès justement à l'ensemble des professionnels qui pratiquent les IVG pour ne pas faire plusieurs gynécologues et se retrouver dans des délais qui sont parfois extrêmement difficiles. Je voudrais préciser sur le congé paternité qu'il y a une mission qui a été confiée par le Premier ministre à l'IGAS, justement sur la manière d'améliorer le congé paternité avec plusieurs scénarios qui nous ont été proposés, soit d'amélioration de la rémunération du congé paternité, soit d'allongement de la durée du congé paternité. Pour vous répondre, Madame la sénatrice, moi à titre personnel, je pense que c'est le sens de l'histoire d'allonger le congé paternité. La France ne va pas rester avec un congé paternité à 11 jours tout compris, donc on va allonger le congé paternité, mais je ne peux pas prendre d'engagement au nom du gouvernement en vous disant dans l'année qui arrive, le gouvernement va proposer d'allonger le congé paternité. Mais après, les parlementaires ont aussi vocation à pouvoir proposer un certain nombre de lois, et notamment celle-ci sur l'allongement du congé paternité. La question étant, quel scénario on retient? Est-ce qu'on retient un allongement de la durée, une amélioration du financement, et comment on finance cet allongement de la durée qui n'est pas un petit sujet, mais qui est un sujet auquel on peut faire face, puisque nous avons justement demandé cette mission à l'IGAS, donc ça veut dire que c'est une démarche que nous initions, et que par ailleurs, comme nous sommes aujourd'hui la journée mondiale de la femme rurale, je me permets de rappeler que nous avons collectivement, toutes et tous, amélioré le congé maternité des femmes agricultrices, et je pense que c'était un pas important pour faire en sorte qu'elles puissent être sécurisées dans cette partie de leur vie. Je me permets de préciser, Madame la sénatrice, que je n'ai pas parlé de start-up, parce que je sais qu'on a la réputation d'être focalisé sur les start-up, je n'ai pas prononcé ce mot-là. Néanmoins, je crois que la place des femmes dans l'innovation, elle est importante, elle est fondamentale, et je l'affirme. Le fait de pouvoir créer des entreprises aussi. Moi, je suis très attachée à faire en sorte de ne pas défendre uniquement une vision des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, même si c'est extrêmement difficile, parce qu'à chaque fois que je me dis je vais parler de quelque chose de positif pour les femmes, on est rattrapé par la réalité des faits qui font que les femmes sont entravées parce que la société les crée des conditions pour qu'elles soient victimes de quoi que ce soit. Mais c'est pour ça que j'ai salué aussi
aussi l'attribution du prix Nobel à une femme française pour l'économie, etc. Et que nous soutenons la capacité des femmes à créer des entreprises. Mais vous avez tout à fait raison sur l'éducation. Je ne vais pas mentionner, parce que c'est un engagement qui est porté politiquement par Jean-Yves Le Drian et Jean-Michel Blanquer, mais bien évidemment que je soutiens à 100%. La France met 66 millions d'euros sur l'accès à l'éducation des petites filles. C'est partout dans le monde, c'est ça? Dans le monde, en termes de co-développement. Et je n'ai plus le chiffre en tête. Et donc, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que nous avons augmenté, nous avons multiplié en tout cas la contribution de la France à l'accès à l'éducation des filles dans le cadre des programmes de l'ONU de façon considérable. Je vous donnerai le chiffre de l'augmentation si je peux le chercher dans l'intervalle qui nous est laissé. Le fait de passer un petit peu après, ça permet de raccourcir aussi au niveau des questions qu'on veut poser, puisqu'il y a déjà eu, des réponses. Donc moi, je ne vais pas réitérer sur le 39-19. Peut-être simplement pour savoir à quel horizon, compte tenu du travail que vous êtes en train de faire, vous pensez que effectivement ce numéro pourra être mis en œuvre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec quand même le fait que effectivement les écoutantes et les écoutants doivent être formés et que c'est aussi pour avoir visité, c'est une grosse pression. Qui repose sur elle. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un horizon par rapport à ce 39-19? La deuxième question que je voudrais vous poser concerne l'audit que vous avez lancé au niveau du Grenelle, l'audit de ces 400 commissariats. Donc, moi, je suis assez dubitative, comme beaucoup d'associations, sur cet audit, Madame la Ministre, puisque, en fait, on n'est pas toujours d'accord entre associations féministes, entre féministes, mais je dois dire qu'ici, il y a une chose que l'on partage, c'est l'état des lieux. Des choses qui ne vont pas dans les commissariats notamment, et des choses qui vont, parce que heureusement, il y a des choses qui avancent. Donc l'état des lieux, on le connaît. Ce qui ne va pas, on le connaît. Et je dois dire qu'on est même, y compris, plutôt d'accord sur les propositions alternatives. Et ça passe beaucoup par la formation. Par un temps de formation, par une qualité de formation, même si là encore, je suis obligée d'aller vite, il y a des choses qui ont été faites sur ces questions-là, il y a des évolutions, mais il reste encore beaucoup à faire, et il y a des grandes inégalités entre territoires, mais là encore, on est quand même assez bien placé pour avoir, nous aussi, un état des lieux et vous le transmettre. Donc, moi, je suis dubitative parce que je me demande finalement à quoi va être utile cet audit, alors que finalement, ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait entendre, c'est effectivement un plan de formation, notamment, évidemment, pour les policiers, et puis également en lien avec le personnel de santé. Et là, je rejoins une question qui est importante à mes yeux, c'est la question justement de la formation des médecins généralistes, etc., et de la façon dont on va repérer et orienter les femmes qui sont victimes de violences. Et notamment, je pense à un questionnaire qui a été recommandé, élaboré par plusieurs experts, dont Muriel Salmona, mais pas qu'elle. Et c'est un questionnaire unique, en fait, d'évaluation du risque de féminicide. Et c'est une technique qui a été utilisée au Québec et dont les résultats, finalement, semblent assez probants. Donc, je voudrais savoir ce qui permet un accompagnement de la victime, une prise en charge. Et je voudrais savoir, parce qu'à ma connaissance, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu que c'était une piste que vous alliez suivre et comment vous alliez faire. Et du coup, ça a un lien avec les unités de prise en charge globale qui devraient être installées normalement au moins dans chaque département. Pour l'instant, il n'y en a que 11 qui ont été annoncées. J'ai posé une question à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour quand même savoir un petit peu comment ces unités vont être mises en place, parce que je suis vice-présidente de la Commission des affaires sociales, et je dois dire que devant les restrictions budgétaires qui pèsent sur les hôpitaux, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir installer ces unités qui sont absolument indispensables pour les victimes, mais aussi pour les familles, avec quels moyens, en termes financiers, mais en termes humains.
Donc voilà, si vous pouviez nous dire. La troisième question, c'est sur l'hébergement. Alors là, j'aimerais avoir quelques précisions aussi. Vous l'avez un peu abordé, mais franchement, les chiffres dont nous disposons sont extrêmement contradictoires. Et moi, je suis un peu étonnée quand on nous annonce la création de 1000 places en 2020. Étonnée parce qu'au début du quinquennat, il y a eu une politique de réduction de 57 millions d'euros de subventions contre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale d'ici 2022. Et ce sont quand même 20 millions qui ont été retirés en 2018. Donc comment tenir alors la promesse de création de ces 1000 places d'hébergement d'urgence et d'aide au logement temporaire avec donc ces restrictions? Et qui plus est, comme le montre le document d'analyse de la Banque des territoires, donc voilà, sénatrices et sénateurs, on y est sensible, une place d'hébergement peut difficilement se financer avec moins de 17 000 euros. Donc si on fait le calcul par rapport aux chiffres que vous avez donnés, ça explose, pardonnez-moi cette expression familière, les compteurs. Et pour ne pas être plus longue, je veux ajouter un élément. Je suis intervenue en faveur des femmes de chambre de l'hôtel Ibis au Batignolles. On a eu un petit échange au niveau de Twitter, ça m'a un peu étonnée, mais pourquoi pas. Et en tout cas, j'ai pris la balle au bon, puisque vous m'avez proposé finalement de pouvoir travailler avec vous. Donc, je suis tout à fait... moi, je veux bien venir partager des concertations, etc. Simplement, effectivement, j'ai besoin d'une invitation. Et en tout cas, par rapport à cette problématique des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, je souhaiterais qu'effectivement vous puissiez examiner la question et que nous puissions être reçus avec vous et accompagner des femmes de chambre parce que c'est elles qui connaissent bien cette problématique. Merci. Permettez-moi de vous exprimer ma surprise lorsque, quelques jours après avoir passé le projet de résolution au Sénat en mars dernier, sur justement les mutilations sexuelles féminines, j'apprenais la sortie de votre plan Excision et dans ce plan, il n'était pas fait mention du travail qui avait été fait par la délégation aux droits des femmes et aucune référence à cela. Et ce travail de la délégation aux droits des femmes était aussi une suite de travail que j'avais fait en 2013 au Conseil de l'Europe, dont je suis membre, et avec Marlène Ruprecht, nous avions déjà fait un travail sur le sujet et rien n'avait été mentionné dans ce plan, aucune référence et aucun appel. Enfin, je ne sais pas si la présidente de la délégation en a reçu, mais nous n'en avons pas reçu. Alors, ça, c'était ce point de surprise par lequel je voulais commencer. Néanmoins, tout à l'heure, vous avez évoqué également cette diplomatie féminine, on va dire. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être appelée pour défendre justement la position de la France dans le cadre de ce G7 à Riga, en Lituanie, pour faire en sorte de les informer sur la Convention d'Istanbul, parce que la Lituanie, après avoir failli ratifié, a fait marche arrière. Et c'est vraiment difficile dans ces pays de réussir à faire en sorte que la Convention d'Istanbul et la mention orientation sexuelle qui apparaît bien dans la Convention des droits de l'homme qu'ils ont signée, parce qu'ils sont membres du Conseil de l'Europe, ça ne passe pas lorsqu'il s'agit de la Convention d'Istanbul. Donc il va falloir remettre un peu ce travail-là encore et toujours sur le métier. Vous dire également que je viens de faire passer, et là j'étais toute seule, je viens de faire passer et adopter un rapport sur les violences gynécologiques et obstétricales début du mois d'octobre dernier, qui a été adopté évidemment. Il y a eu
une abstention, je crois, à vérifier, mais a été adoptée. J'aimerais savoir exactement ce que vous avez demandé au HCE de faire un rapport là-dessus. Donc ça m'a aidé dans mes 47 pays, évidemment, à travailler. Et j'aimerais savoir si une proposition de résolution ou quelque chose serait possible en France, parce que l'objectif, c'est de faire adopter des rapports de ce type au Conseil de l'Europe, mais ensuite de pouvoir les faire appliquer et adapter le droit français. Donc j'aimerais savoir si ça peut être également envisagé. Et la rapporteure générale des Nations Unies, Madame Simonovic, que j'ai rencontrée, elle faisait également un rapport sur cette thématique et qu'elle a présenté le 4 octobre. Moi, j'ai présenté mon rapport le 3 octobre. Le 4 octobre, elle le présentait à l'Assemblée générale des Nations Unies à Genève. Donc, on pourrait, à partir de tout ça, faire un travail, je crois, assez intéressant. Vous avez mentionné les 25 ans et ce que vous allez mettre en place après la conférence de Pékin. C'est quelque chose qui est très attendu. Et le travail avec le Grevio, j'espère que la France, je suis ça avec beaucoup d'attention, et j'espère que la France coopère et prend en compte les remarques ou les observations qui peuvent être faites. De même, je rejoins mes collègues précédentes parce que l'hébergement reste toujours une solution difficile. Et si on n'arrive pas à pouvoir développer et surtout apporter des financements, je crois qu'on aura beaucoup de mal à pouvoir mettre en place ces hébergements spécifiques. Et tout à l'heure, vous évoquiez une partie des financements du ministère des Affaires étrangères pour accompagner par exemple l'association du docteur Mukwege. J'ai cru comprendre que dans l'aide au développement, d'une manière générale, il y avait une baisse. Et que, est-ce qu'on en prend un peu encore de cette baisse pour mettre vers ces actions-là? C'est un petit peu difficile. Et Agora Justice, évidemment, qu'il y ait une association qui travaille en lien avec les procureurs et les présidents de TGI, je crois, sont dans des contraintes budgétaires terribles et n'arrivent pas à apporter tout le soutien continu après la condamnation, très souvent, de leur mari. Donc, ils ont besoin d'aide financière. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être commencer par la question des délais, Madame la sénatrice, sur l'ouverture du 39-19. Nous, on vise, c'est un objectif, ce n'est pas un engagement, c'est un objectif que je partage avec vous. Sur l'ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du 39-19, on vise 2021, parce que c'est ce qui nous semble faisable et tenable en termes de délai pour préparer à la fois le travail de fond, le changement éventuel de locaux si la Fédération nationale Solidarité Femmes remportait ce marché public, mais aussi la mise en œuvre justement juridique de la question du marché public. Vous avez tout à fait raison de souligner que c'est une grosse pression pour les écoutantes. Je le partage, je me suis rendue, je crois, 4 ou 5 fois depuis que j'ai été nommée au 39-19, longuement à chaque fois, avec les écoutantes, à la fois celles qui font du pré-accueil, c'est-à-dire de l'orientation, et qui ont une pression très forte parce qu'elles doivent, en peu de phrases, qualifier exactement la nature des violences. Et vous savez toutes et tous ici que quand une femme appelle, elle ne dit pas « j'ai été victime de tel type de violence, telle reprise, etc. » mais qu'il faut parler avec elle, que c'est une charge psychologique très forte. Et on le sait, puisque il y a des élus, vous n'êtes que des élus autour de cette table, on sait très bien que quand on gère tous les jours des appels, et d'ailleurs que ce soit des appels, des mails, des dossiers, moi j'envoie des centaines par jour de lettres avec des photos, des descriptions précises, des gens qui nous arrêtent dans la rue pour nous en parler, des permanences d'élus quand on a 10 personnes à la chaîne qui viennent nous montrer ce qu'elles ont vécu, etc. C'est extrêmement fort, et donc on s'assure de faire en sorte que les écoutantes soient bien accompagnées, soient bien prises en charge. Ce sont des très grandes professionnelles qui sont
qui sont très engagés sur ces sujets, mais vous avez raison d'insister sur la pression qui est la leur et sur la formation et l'accompagnement qui doit donc être celui de l'État auprès d'elles. Sur la question de l'audit sur les commissariats, effectivement, je pense que la réflexion que vous faites, elle est partagée par beaucoup d'associations qui la formulent aussi dans les mêmes termes, en disant, en gros, j'espère ne pas travestir votre pensée, mais en gros, on sait ce qui ne va pas, ça fait des années qu'on dit ce qui ne va pas dans l'accueil dans les commissariats, pourquoi refaire un audit par-dessus? Et je comprends vraiment ce point de vue pour avoir moi-même publié des travaux dans lesquels j'ai compilé toutes les phrases incroyables entendues dans les commissariats quand on va déposer des plaintes pour des violences sexistes et sexuelles. Je vois très bien à quoi vous faites référence, mais je crois qu'on a besoin d'avoir un constat partagé et qu'on ne peut pas rester dans d'un côté des associations ou des victimes qui disent l'accueil en commissariat ça va pas, et de l'autre côté les forces de l'ordre qui nous disent si l'accueil en commissariat ça va très bien. À un moment, on a besoin de pouvoir objectiver les choses, de voir ce qui n'est pas allé. Il y a parfois une différence entre ce qui est une différence de perception entre les uns et les autres, et on a besoin justement avec cet audit dans les 400 commissariats de pouvoir avoir un constat qui soit partagé et qui soit incontestable de part et d'autre. Mais ce constat, cet audit, il s'accompagne bien évidemment d'une grille d'évaluation du danger. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé, mais ça a été assez peu repris au détriment, au profit plus exactement de l'audit. Mais c'est une grille d'évaluation du danger qui est travaillée avec la MIPROF, et Elisabeth Moiron-Braud, que vous connaissez, qui est secrétaire générale de la mission interministérielle de protection des femmes, qui a fédéré plusieurs associations avec elle pour travailler sur cette grille d'évaluation. Je ne saurais pas vous dire si Muriel Salmona y a été associée ou pas en tant que telle, mais en tout cas, je sais qu'elle y travaille depuis des années avec les commissariats pour faire en sorte justement que cette grille d'évaluation du danger permette de façon factuelle de pouvoir savoir s'il y a un danger de mort imminent ou pas, et de mettre en œuvre justement cette grille d'évaluation pour une action qui soit immédiate et qu'on ne laisse pas repartir les femmes sans solution. Et c'est également l'état d'esprit qui a guidé la Haute Autorité de Santé dans la construction de son questionnement, de son questionnaire, justement pour procéder au questionnement systématique des soignants, qui est un engagement qui avait été porté par le président de la République quand il a lancé la grande cause du quinquennat, pour faire en sorte qu'à chaque rendez-vous médical, cette question soit posée. C'est un peu une arlésienne qui a été travaillée par les associations, par des soignants et portée par différents gouvernements. J'ai regardé dans tous les plans interministériels précédents, à chaque fois, tous les gouvernements ont dit notre objectif, c'est d'aller vers le questionnement systématique. Ça n'a jamais été vraiment mis en œuvre, mais là, je crois qu'il y a une mobilisation vraiment de toute la société et notamment de la Haute Autorité de Santé qui va permettre, je l'espère, d'avancer vers cette mise en œuvre. Et encore une fois, ça demande, vous avez complètement raison de le souligner, du temps et donc des moyens, parce que ce questionnement systématique, on sait très bien quand ce sont des cases à cocher, quelle est votre pointure, avez-vous plus de tel âge, avez-vous été victime de violence, oui, non, personne ne coche oui, ou très peu de femmes, même quand on a vraiment été victime de violence. Et donc ça nécessite un travail approfondi avec les soignants. Je sais que la ministre de la Santé y est très attachée. Également sur la question des unités de soins psychotrauma, je ne peux que vous répondre quantitativement et vous dire simplement qu'il y a 10 unités de soins psychotrauma qui ont été ouvertes partout en France, à l'exception, je crois, d'une région. Je crois qu'il y a une zone de la France qui n'est pas couverte, je ne sais plus laquelle, là de mémoire, la Nouvelle-Aquitaine, et qui doit être donc dans le prochain appel en priorité pour faire en sorte que tout le territoire soit couvert. On a visité l'une de ces unités récemment avec Adrien Taquet, et je crois que cette prise en charge du soin psychotrauma, encore une fois, elle est assez récente. Le fait simplement de comprendre que quand on a été victime de violences sexistes et sexuelles, on développe des psychotraumatismes, c'est quand même récent. Il y a 10 ans, on pensait que le psychotrauma, c'était les vétérans de la guerre du Vietnam et pas les femmes qui avaient été victimes de violences sexistes ou sexuelles. Donc on accompagne cette évolution de la société autant que faire se peut. Sur l'hébergement, je rejoins là encore votre constat sur le fait que c'est parfois simple de sortir des chiffres qui soient corroborés de part et d'autre. Je vais essayer de vous apporter des réponses sur la base des informations dont je dispose, qui proviennent des administrations concernées, sur les chiffres, en espérant que ça réponde à votre question. Souligner qu'il y a donc 5715 places d'hébergement qui sont exclusivement dédiées aux femmes victimes de violences sur l'année 2019 et qu'il y a 1000 créations en plus prévues sur 2020 et qui sont financées, ces 1000 places, avec les 5 millions d'euros supplémentaires annoncés par le Premier ministre. Honnêtement, je n'ai pas fait le calcul du coût de revient par place là. Je pense qu'on s'y retrouve. Pardon.
Oui, voilà, sachant qu'il y a les autres places qui étaient déjà créées par ailleurs. Mais on a un tableau de répartition région par région. Si vous souhaitez, on peut vous le faire parvenir à l'issue de l'audition, sachant que ce sont les données que nous, on a pu faire remonter des différentes administrations, très honnêtement, non sans mal, pour être transparente avec vous. Et c'est d'ailleurs une des missions que nous avons données au groupe de travail sur l'hébergement, c'est de rendre intelligibles les données sur l'hébergement d'urgence. Au cours du Grenelle des violences conjugales à Matignon, le ministre du Logement et Marie Servetti, que vous connaissez, qui dirige Une femme, un toit, ont eu un échange sur ce sujet et elle-même a convenu que leur échange pouvait être difficile d'accès pour des profanes en la matière. Et donc je crois que pour que chacun puisse suivre véritablement à la fois les engagements du gouvernement, mais surtout, très important, de voir comment ces places sont ventilées et comment elles sont attribuées, qu'on puisse vraiment avoir un référentiel commun, des appellations communes et un schéma de financement qui soit fléché de façon beaucoup plus claire que ça ne l'est à l'heure actuelle. C'est 90 millions en 2020, c'est ça, sur l'hébergement d'urgence pour les logements qui sont mis à disposition pour les femmes. Et je voudrais insister juste sur le dispositif Visal, parce que je crois que c'est quand même une petite révolution, le fait que l'État va maintenant se porter garant pour que les femmes victimes de violences conjugales puissent, au-delà des hébergements d'urgence, louer un appartement avec une garantie Visal, ce qui s'appelait Locapass quand on était jeune, mais je pense que c'est extrêmement important. Très rapidement sur la question des femmes de chambre, parce que je ne veux pas monopoliser sur un échange interpersonnel. En fait, Madame la sénatrice, moi-même j'ai été surprise, nous étions surprises mutuellement, de voir que vous aviez sur Twitter lancé un appel à venir manifester sous mes fenêtres. Je trouvais ça un peu hétérodoxe. Vous avez dit on se retrouve sous les fenêtres de Marlène Schiappa, Smiley faites du bruit, etc. Je trouvais ça un peu hétérodoxe en tant que parlementaire de venir encouragé à venir sous mes fenêtres alors que vous ne m'aviez jamais sollicité directement sur la question des femmes de chambre. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de m'étonner de la méthode auprès de vous. J'ai vu votre courrier qui a fait tout le circuit du bureau des courriers qui est arrivé sur mon bureau hier. Et donc, bien évidemment, je serais ravie qu'on puisse se rencontrer en aparté. Et oui, mais c'est on reçoit à peu près 400 à 500 courriers par jour. Donc, le temps qu'ils soient traités par le bureau des courriers, vous connaissez le principe. Hélas, voilà. Honnêtement, très souvent, ça va plus vite. Mais donc, tout ça pour dire que sur les femmes de chambre, bien évidemment, moi je me suis rendue à l'Ibis à Batignolles, comme vous le savez. J'ai rencontré notamment les délégués syndicales, mais surtout les femmes de chambre qui y travaillent. J'étais avec le député de la circonscription, Stanislas Guérini. Je rencontrais la direction aussi, mais surtout, j'ai confié au CSEP une mission qui sera présentée, dont les contours seront présentés bientôt, je ne sais plus quand exactement, mais dans les 2 mois, le CSEP va mener une mission de consultation, notamment avec les différents partenaires sociaux, pour arriver à des propositions qui soient très concrètes. J'ai lu votre courrier, j'ai vu que la demande, c'était la fin de la sous-traitance. Et ça, honnêtement, moi, comme j'ai déjà dit aux femmes de chambre, il ne m'appartient pas en tant que gouvernement d'arbitrer sur un modèle économique légal tel que la sous-traitance. Néanmoins, sur les conditions de travail, les pauses, la protection et bien évidemment le fait absolument scandaleux qu'un viol ait pu se produire sur un lieu de travail auprès des femmes de chambre en créant des conditions d'insécurité dans l'exercice de leur travail de toutes les autres femmes de chambre, ce sont des choses absolument scandaleuses sur lesquelles il y a urgence à travailler. Donc je vais répondre à votre courrier. J'espère qu'il vous parviendra dans des délais plus rapides que celui que j'ai mis pour le traiter et qu'on pourra avancer là-dessus ensemble. Sur la question du plan excision, Madame la sénatrice, je prends note de ce dont vous me faites part et si j'ai bien compris, vous avez mené un travail important, notamment depuis 2013, avec vos collègues sur la question de l'excision et on n'a pas fait référence et on ne s'est pas basé sur votre travail. C'est une malpolitesse de ma part, donc je m'en excuse platement auprès de vous et de vos collègues. En fait, ce n'est pas pour m'excuser, mais pour vous donner le contexte, on était vraiment la tête dans le guidon et on a vraiment eu à cœur d'associer toutes les associations et vous avez raison, on a commis l'impair. Et le Sénat y avait déjà travaillé avant nous et on a commis l'impair de ne pas faire appel à vous et de ne pas nous baser sur votre travail. Je serai vigilante la prochaine fois à faire en sorte de vraiment associer tout le monde. On fera un point d'étape sur le plan excision et peut-être que ça peut être l'occasion ensemble de partager le travail que vous avez mené, peut-être au ministère. Peut-être pourriez-vous le rappeler, Madame la Ministre, excusez-moi de vous interrompre. Peut-être pourriez-vous le rappeler, le fait que vous ayez oublié le Sénat dans le cadre du plan excision, ça nous ferait plaisir.
Le rappeler, vous voulez dire? Le rappeler, parce que vous avez beaucoup communiqué, mais en revanche, le travail du Sénat et de la délégation n'a pas du tout été valorisé. Et comme ma collègue, je le regrette beaucoup. J'entends, c'est ce que je viens de répondre à votre collègue. Après, ça paraît un peu impromptu si là je fais un communiqué de presse pour dire j'ai oublié le Sénat dans le plan Excision il y a 8 mois et j'en suis désolée. Néanmoins, je vous propose justement un rattrapage. Et je vous propose que dans le secrétariat d'État, on fasse un point d'étape et que ce soit vous qui puissiez présenter ce point d'étape en valorisant et en mettant en avant le travail que le Sénat a accompli sur la question de l'excision. Et ça peut être peut-être une manière, c'est à affiner ensemble évidemment, voir si ça vous convient de cette manière, mais ce serait peut-être une manière justement positive de valoriser cela. Et à cette occasion, je pourrais rappeler que je déplore moi-même de ne pas avoir associé le Sénat à ce premier plan et que je vais tenter de réparer cette omission à cette occasion, bien sûr, si ça vous convient, de la sorte pour améliorer le plan, absolument. Si ça vous convient, évidemment. Mais peut-être, la bonne nouvelle, c'est que votre travail a infusé. Je sais que c'est terrible quand on nous dit ça. Moi, je déteste quand on me dit « vous avez gagné la bataille culturelle » quand on a repris mes idées. Mais cela dit, c'est vrai. C'est-à-dire que le travail que vous avez mené a infusé parce qu'on ne s'est pas réveillé au gouvernement en se disant « tiens, au fait, il y a l'excision », mais c'est parce qu'il y a eu une demande forte. Et cette demande, je suis sûre qu'elle a infusé par le travail, évidemment, qui a été mené depuis des années. Sur la question de la Convention d'Istanbul, vous avez tout à fait raison. Et on a un travail à mener pour lutter contre un certain nombre de fausses informations dans certains pays, et notamment, je me permets de le dire, dans certains pays de l'Est, qui visent à dénaturer la Convention d'Istanbul, à faire croire que c'est une convention qui attaque la famille, qui promeut le genre, qui promeut le changement de sexe des enfants, etc., etc. Tout ce qu'on entend habituellement sur ces sujets. Moi, je m'attelle dans toutes les instances multilatérales à faire en sorte de défendre cela dans le cadre de notre campagne de promotion et de ratification de la Convention d'Istanbul. Ça nous montre à quel point le travail de diplomatie féministe des parlementaires est extrêmement important également, parce que la diplomatie féministe, elle n'est pas portée uniquement par le gouvernement, elle est portée aussi, au nom de la France, par les parlementaires et par les ONG. Absolument, tout à fait. En ce qui concerne le Grevio, on attend, nous, les recommandations du Grevio, et bien évidemment, la France est engagée à les suivre. Donc si le Grevio nous dit que la législation française n'est pas à la hauteur vis-à-vis de la Convention d'Istanbul, je pense qu'elle nous le dira, notamment sur le sujet des violences économiques. Sur la question du viol, il y a débat, puisque la Convention d'Istanbul prévoit que la définition du viol soit un rapport sexuel avec pénétration sans consentement. La loi française dit avec menace, surprise, violence. On verra s'ils considèrent que c'est le cas ou pas. On l'attend en tout cas. Et je ne peux que vous féliciter sur le rapport sur les violences gynécologiques et obstétricales. Je serai moi-même à Genève le mois prochain. Je pense que ce sera l'occasion également de... absolument, tout à fait. Avec plaisir dans ces cas-là et de voir comment on avance sur ce sujet. Juste, je rappelle qu'il y a 2 ans, quand j'avais annoncé vouloir travailler sur les violences gynécologiques et obstétricales, je venais d'être nommée, j'avais à peu près 1 semaine et demie d'ancienneté, et j'ai dû faire face à des appels à la démission massifs pour avoir osé dire que... Voilà. Oui, moi aussi. Il m'a écrit récemment pour me rencontrer de nouveau sur ce sujet. Mais je veux le rappeler quand même, non pas pour me plaindre, mais pour dire quand même qu'il y a eu une avancée dans le débat public. À l'époque, je veux dire, quand on vient d'être nommé depuis 2 semaines et qu'on dit juste « je voudrais que les femmes puissent accoucher dans le bien-être sans qu'on pratique des actes médicaux sans leur avis, surtout des actes type point du mari, etc. Et autres ». Voilà, je pense que ça nous montre à quel point on a pu avancer sur ce sujet. Donc, en tout cas, c'est quelque chose de positif. Voilà pour cette audition de Marlène Schiappa que vous avez pu suivre sur notre antenne. Vous pouvez retrouver tous les articles de la rédaction de Public Sénat sur notre site publicsénat.fr, notamment cet article qui revient dans les détails sur l'audition de Marlène Schiappa avec ce titre « Harcèlement de rue, 894 infractions constatées depuis la mise en œuvre de la loi », annonce Marlène Schiappa. C'est l'une des informations à retenir de cette audition. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.